Une petite fille pauvre de 8 ans nettoyait un vieux restaurant lorsqu'un millionnaire l'a remarqué et lui a demandé pourquoi. Après avoir entendu sa réponse, il n'a pas pu retenir ses larmes. La rue Saint-Paul, nichée au cœur du Marais à Paris, était l'une de ces artères où le charme de l'ancien se mêlait au rythme effervescent de la vie moderne. Les pavés inégaux, les devantures vieillies et les volets délavés racontaient silencieusement des histoires d'un autre temps. Chaque matin, les habitants sortèrent de leurs immeubles étroits, saluaient les commerçants, tandis que les touristes se perdaient dans le dédale des ruelles, appareils photo à la main, fascinés par l'atmosphère unique du quartier. Mais au milieu de ce décor pittoresque, une silhouette contrastait avec l'agitation ambiante. Une petite fille aux cheveux châtains ébouriffés, vêtue d'un manteau trop grand et de chaussures usées jusqu'à la corde. Elle s'appelait Clémence. À peine 8 ans, mais déjà le dos courbé par des responsabilités qui ne devraient jamais peser sur les épaules d'un enfant. Chaque matin, après avoir quitté l'école, elle se rendait sans faute au vieux restaurant de quartier, le Petit Coin, un établissement modeste dont les murs semblaient eux-mêmes fatigués du poids des années. L'enseigne en bois, écaillée par le temps, pendait de travers, mais l'endroit conservait une clientèle fidèle d'habitués et de passants attirés par les effluves de cuisine française traditionnelle qui s'échappèrent de la petite porte battante. Clémence poussait cette porte avec une routine presque mécanique, saluait poliment les employés, puis attrapait son seau d'eau et son balai. Elle connaissait par cœur les moindres recoins du carrelage, les taches récalcitrantes près du comptoir, les miettes accumulées sous les tables bancales et les traces de pas que la clientèle laissait sans y prêter attention. Elle frottait, balayait, essuyait sans relâche, concentrée, comme si la propreté de cet endroit était devenue une mission vitale. Les clients la remarquaient, bien sûr. Certains lui adressaient un sourire compatissant, d'autres détournèrent le regard, mal à l'aise, à l'idée de voir une enfant travailler ainsi. Mais personne n'osait poser de questions. Peut-être par pudeur, peut-être par peur de ce qu'il pourrait découvrir. Il était plus simple de supposer qu'elle aidait ponctuellement sa famille, que c'était une sorte de jeu ou une manière d'apprendre la valeur du travail. Pourtant, ceux qui observaient attentivement comprenaient que rien dans son attitude ne ressemblait à un jeu. Ses gestes étaient précis, méthodiques, empreints d'une lassitude qu'on ne devrait pas voir dans les yeux d'une fillette de son âge. Les commerçants voisins avaient fini par s'habituer à sa présence. Madame Boulanger, de la petite librairie d'en face, hochait tristement la tête en la voyant passer, tandis que le fleuriste, Monsieur Alain, lui tendait parfois une rose fanée en guise de réconfort, sans un mot. Mais malgré ces gestes discrets, personne n'avait jamais vraiment cherché à comprendre les raisons qui poussaient Clémence à troquer ses jeux d'enfance contre une serpillière et un chiffon. Les journées se succédaient, semblables et implacables. Après l'école, Clémence courait jusqu'au restaurant, déposait son cartable dans un coin, enfilait un vieux tablier qui lui tombait jusqu'aux chevilles et commençait son labeur. Elle ne se plaignait jamais. Ses mains, souvent rougies par l'eau froide, tremblaient parfois, mais elle serrait les dents. Lorsqu'on lui demandait si tout allait bien, elle répondait toujours avec un sourire forcé. « Oui, ça va, merci. » Une réponse automatique, devenue une sorte de carapace. Certains soirs, alors que la nuit tombait et que le quartier se vidait peu à peu de ses passants, Clémence restait encore là, agenouillée près de la porte d'entrée, tentant de frotter une tache persistante sur le carrelage. Le propriétaire du restaurant, un vieil homme nommé Monsieur René, lui lançait parfois un regard inquiet, mais il ne disait rien. Il savait au fond de lui qu'elle n'était pas là par simple volonté, mais par nécessité. Il lui donnait quelques pièces à la fin de la journée, un billet froissé glissé discrètement dans sa petite main, accompagné d'un « Merci, ma petite, tu es courageuse ». Mais même ce geste, aussi bienveillant soit-il, ne suffisait pas à alléger le fardeau qu'elle portait. Le plus troublant, c'était l'absence d'autres enfants dans sa vie. Alors que les rires résonnaient dans la cour de l'école, ou que les enfants jouaient au ballon sur la place des Vosges toute proche, Clémence ne participait jamais. Elle les observait parfois de loin, un mélange d'envie et de résignation dans le regard. Elle savait que sa réalité était différente. Ce n'était pas une question de choix, mais de survie. Personne ne savait vraiment où elle habitait, ni ce qu'était devenue sa famille. Certains murmuraient qu'elle vivait avec sa mère dans un petit appartement sous les toits. D'autres disaient qu'elles avaient été mises à la porte de leur logement et qu'elles squattaient quelque part. Mais ce n'étaient que des suppositions,
des rumeurs qui se perdaient dans le brouhaha de la ville. Là, un matin d'hiver particulièrement froid, alors que le givre recouvrait les vitres du restaurant et que les passants se pressaient emmitouflés dans leurs manteaux, Clémence était là, comme à son habitude. Elle balayait l'entrée avec plus d'énergie que d'ordinaire, comme pour se réchauffer. Ses joues étaient rougies par le froid et son souffle formait de petits nuages blancs. Mais malgré la morsure glaciale, elle ne ralentissait pas. Elle savait que chaque tâche accomplie lui rapporterait quelques pièces indispensables pour acheter du pain ou payer une facture. Ce jour-là, quelque chose allait pourtant briser la monotonie de son quotidien. Alors qu'elle frottait avec acharnement une trace noire sur le carrelage de l'entrée, elle sentit un regard posé sur elle. Pas un de ces regards furtifs ou gênés qu'elle avait appris à ignorer. Non, c'était un regard insistant, presque interrogateur, qui la déstabilisa. Elle leva doucement la tête et aperçut, debout devant la porte, un homme qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Grand, élégant, les cheveux poivre et sel soigneusement coiffés, vêtu d'un manteau bleu nuit parfaitement taillé, il semblait sortir tout droit d'un autre monde. Celui des gens riches, importants, inaccessibles. L'homme ne bougeait pas. Il l'observait avec une expression étrange, un mélange de surprise, de curiosité et d'inquiétude. Pendant un instant, le temps sembla suspendu. Le bruit des voitures, les conversations des passants, le tintement des cloches de l'église voisine, tout s'effaça, ne laissant place qu'à cet échange silencieux entre la petite fille et cet inconnu. Clémence sentit son cœur s'accélérer. Elle baissa les yeux, gênée, essayant de se concentrer de nouveau sur sa tâche, mais ses mains tremblaient légèrement. Elle se demanda ce que cet homme pouvait bien lui vouloir. Était-ce un client mécontent? Un contrôleur venu vérifier que le restaurant respectait les règles? Ou pire, quelqu'un venu lui dire qu'elle n'avait pas le droit d'être là? L'homme, quant à lui, semblait hésiter. Il fit un pas en avant, puis s'arrêta, comme s'il cherchait les mots justes. Son regard glissa de la petite main de Clémence tenant le balai à ses chaussures trouées, puis à son visage marqué par la fatigue, inhabituelle pour une enfant. Quelque chose dans cette scène venait de heurter profondément cet homme habitué à traverser la ville sans vraiment la regarder. Sans qu'elle ne le sache encore, cet instant précis, cet échange de regards anodins en apparence, allait déclencher une série d'événements capables de bouleverser à jamais le cours de sa vie. Le froid mordait l'air matinal de la rue Saint-Paul, enveloppant les passants dans une brume glaciale. Les pavés humides reflétaient les lueurs pâles des réverbères, tandis que les vitrines des boutiques commençaient à s'illuminer timidement. Au milieu de cette scène hivernale, Clémence, la petite fille de 8 ans, s'affairait devant le restaurant Le Petit Coin. Armée de son balai usé, elle balayait les feuilles mortes et les débris laissés par la veille, ses mains rougies par le froid s'accrochant fermement aux manches de bois. Les passants, emmitouflés dans leurs manteaux, jetèrent des regards furtifs à la fillette, certains avec curiosité, d'autres avec indifférence. Clémence, habituée à ces regards, gardait les yeux baissés, concentrée sur sa tâche. Elle savait que chaque coin propre, chaque miette ramassée, était une contribution précieuse à sa famille. Ce matin-là, un homme élégant s'arrêta devant le restaurant. Vêtu d'un manteau en laine bleu nuit parfaitement ajusté, une écharpe en cachemire grise autour du cou, il observait la scène avec une attention particulière. Ses chaussures en cuir noir brillaient malgré l'humidité ambiante et une mallette en cuir fin pendait à son bras. Il s'appelait Gaspard Delacroix, un homme d'affaires renommé, connu pour ses investissements judicieux et sa philanthropie discrète. Gaspard fixait Clémence, intrigué par la présence de cet enfant à une heure si matinale, effectuant des tâches que peu d'adultes accepteraient de faire. Il s'approcha doucement, ses pas résonnant sur les pavés, et s'arrêta à quelques mètres d'elle. Clémence leva les yeux, surprise par la présence de cet homme imposant. « Bonjour, mademoiselle. Puis-je vous poser une question ?» demanda-t-il d'une voix douce. Clémence hocha timidement la tête, serrant son balai contre elle. « Pourquoi travaillez-vous ici si tôt le matin ?» La fillette baissa les yeux, cherchant ses mots. Après un instant de silence, elle répondit d'une voix à peine audible. « Ma maman est malade. Elle travaillait ici, mais maintenant, elle ne peut plus. Alors je viens l'aider. » Gaspard sentit une boule se former dans sa gorge. Il observa les mains de Clémence, abîmées par le travail, et son visage marqué par la fatigue. Il comprit que cet enfant portait un fardeau bien trop lourd pour son âge. « Et votre père ?» demanda-t-il, espérant une réponse qui allégerait la situation. Clémence secoua la tête.
Il est parti quand j'étais petite. Maman dit qu'il n'était pas assez fort pour rester. » Le cœur de Gaspard se serra. Il repensa à son propre passé, à ses débuts modestes et à la promesse qu'il s'était faite de ne jamais oublier d'où il venait. Il savait qu'il ne pouvait pas rester indifférent face à cette situation. « Comment s'appelle votre maman » demanda-t-il. « Élodie Martin » répondit Clémence. Le nom résonna dans l'esprit de Gaspard. Élodie Martin, ce nom lui était familier. Il se souvint d'une jeune femme qu'il avait connue dans sa jeunesse, une amie d'enfance avec qui il avait partagé des moments précieux. Était-ce la même personne? Décidé à en savoir plus, Gaspard entra dans le restaurant. L'intérieur était modeste, avec des tables en bois usé et des nappes à carreaux rouges et blancs. Il s'adressa au gérant, un homme d'une 50aine d'années au visage marqué par les années. « Bonjour, je m'appelle Gaspard Delacroix. Je viens de parler avec une jeune fille, Clémence, qui travaille ici. Pouvez-vous me dire plus sur sa situation ?» Le gérant hocha la tête, l'air préoccupé. Élodie, sa mère, travaillait ici comme serveuse. Mais elle est tombée gravement malade il y a quelques semaines. Depuis, Clémence vient nous aider. Elle insiste pour le faire, disant que c'est pour sa maman. Gaspard acquiesça, absorbant les informations. Il savait qu'il devait agir, mais il voulait le faire avec respect et discrétion. Il remercia le gérant et sortit du restaurant, retrouvant Clémence qui continuait à balayer. « Clémence, » dit-il doucement, « pourrais-tu me montrer où tu habites? J'aimerais parler à ta maman. » La fillette hésita puis hocha la tête. Elle guida Gaspard à travers les ruelles étroites du quartier jusqu'à un immeuble ancien aux murs décrépits. Ils montèrent plusieurs étages avant d'arriver à une porte en bois écaillée. Clémence frappa doucement, puis entra. À l'intérieur, l'appartement était modeste, avec des meubles simples et des murs défraîchis. Élodie était allongée sur un canapé, pâle et visiblement affaiblie. Elle se redressa en voyant sa fille entrer avec un inconnu. « Maman, c'est monsieur Delacroix. Il voulait te parler, » dit Clémence. Gaspard s'approcha, tendant la main. « Bonjour, Élodie. Je suis Gaspard Delacroix. J'ai rencontré votre fille ce matin. » Élodie serra sa main avec hésitation. « Enchanté, monsieur Delacroix. » Gaspard s'assit sur une chaise près d'elle. « Votre fille est incroyable. Elle travaille dur pour vous aider. Je voulais vous proposer mon aide. » Élodie secoua la tête. « Je vous remercie, mais je ne veux pas de charité. Je veux juste pouvoir travailler et subvenir aux besoins de ma fille. » Gaspard respecta sa réponse, mais il savait qu'il devait trouver un moyen de les aider sans heurter leur dignité. Il quitta l'appartement avec une détermination renouvelée, prêt à utiliser ses ressources pour changer la vie de Clémence et Élodie, sans les faire se sentir redevables. Le vent glacial qui parcourait les ruelles étroites du Marais ce matin-là semblait vouloir pénétrer jusqu'aux os. Clémence resserrait son manteau élimé autour de ses frêles épaules, tentant de se concentrer sur la tâche qu'elle effectuait, bien qu'elle sentît depuis plusieurs minutes le regard insistant de cet homme qui l'avait abordée. Elle n'avait pas l'habitude d'être interpellée ainsi, encore moins par quelqu'un vêtu avec autant d'élégance. Gaspard Delacroix restait planté là, immobile, le regard fixé sur elle, comme s'il cherchait à comprendre une énigme dont il venait à peine de découvrir l'existence. Clémence hésita un instant, puis se redressa doucement, posant son balai contre le mur de la façade. Ses mains tremblèrent légèrement, mais elle tenta de masquer son trouble. Elle savait que cet homme ne la laisserait pas tranquille tant qu'il n'aurait pas obtenu une réponse. Elle leva les yeux vers lui, et dans son regard se mêlaient la surprise, la peur, mais aussi une forme de détermination rare chez une enfant de son âge. « Monsieur, je nettoie ici pour aider ma maman », commença-t-elle d'une voix douce, presque un murmure, comme si dire ces mots à voix haute rendait la situation plus réelle, plus lourde. Elle inspira profondément avant de poursuivre, choisissant soigneusement ses mots. Elle ne peut pas faire tout, toute seule. Elle travaille beaucoup, mais depuis qu'elle est malade, c'est plus difficile. Ces quelques phrases, si simples, résonnèrent en Gaspard comme un coup de poignard. Il observa la petite fille devant lui qui, malgré son jeune âge, parlait avec une maturité bouleversante. Il nota chaque détail, ses chaussures abîmées, la couture rafistolée de son manteau, ses doigts rougis et abîmés par l'eau froide et le travail. Son visage, marqué par la fatigue, contrastait cruellement avec celui des enfants qu'il avait l'habitude de croiser dans les quartiers huppés de la capitale. Un silence pesant s'installa. Le regard de Gaspard se perdit un instant, comme s'il cherchait à comprendre comment une telle situation pouvait exister encore aujourd'hui, au cœur de Paris.
Il réalisa que malgré sa réussite, malgré son empire bâti à force de sacrifices et de travail acharné, il était passé à côté de tant de réalités invisibles. Il avait grandi dans un milieu modeste, certes, mais depuis tant d'années plongé dans l'univers du luxe et de la finance, il avait presque oublié ce que signifiait lutter au quotidien pour simplement survivre. Clémence, sentant son silence, crut un instant avoir dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Elle baissa la tête, reprenant timidement son balai, prête à retourner à ses tâches, pensant que l'homme allait maintenant partir comme tous les autres, avec ce regard embué de gêne et de pitié qu'elle connaissait trop bien. Mais Gaspard n'en fit rien. Au contraire, il fit un pas vers elle, s'abaissant légèrement pour se mettre à sa hauteur. « Et tu viens ici tous les jours ?» demanda-t-il, la voix légèrement voilée par l'émotion. La fillette hocha la tête. « Après l'école, oui. Je viens pour que maman puisse se reposer un peu. Elle est trop fatiguée. Et puis, on a besoin d'argent. » Ces mots, dits avec une simplicité désarmante, frappèrent Gaspard en plein cœur. Il se demanda un instant comment il aurait réagi, enfant, s'il avait dû endosser une telle responsabilité. Il sentit une boule se former dans sa gorge, mais il lutta pour garder contenance. Son regard glissa vers l'intérieur du restaurant où les clients prenaient leur café, totalement inconscient de la réalité qui se jouait à quelques mètres d'eux. Il se redressa, croisant les bras, essayant de réfléchir à la suite. Il savait qu'il ne pouvait pas se contenter de hocher la tête et de continuer son chemin comme si de rien n'était, mais il sentait aussi qu'il devait être délicat. Il ne s'agissait pas d'imposer quoi que ce soit à cet enfant, ni à sa mère, mais de comprendre exactement leur situation avant d'agir. Il se racla la gorge, cherchant ses mots. « Ta maman, elle travaille ici, au restaurant ?» Clémence hocha la tête, mais cette fois, son regard se voila légèrement. Elle hésita avant de répondre, comme si dévoiler certains détails mettait en péril un fragile équilibre qu'elle tentait de maintenir. Finalement, elle se décida. Elle travaillait ici, mais maintenant elle est malade. Elle ne peut plus venir, alors moi je viens, et Monsieur René me donne quelques pièces pour le ménage. Gaspard sentit son souffle se suspendre un instant. Il regarda autour de lui, comme pour vérifier que personne n'écoutait leur conversation, puis il se pencha légèrement vers elle. « Est-ce que je peux parler à ta maman ?» Clémence le regarda longuement, pesant le pour et le contre de cette demande inhabituelle. Elle n'était pas habituée à faire entrer des inconnus dans leur vie, mais quelque chose dans le regard de cet homme lui inspira confiance. Ce n'était pas la pitié qu'elle lisait habituellement chez les adultes, c'était autre chose. Un mélange de sincérité, d'inquiétude réelle, et peut-être même une sorte de compassion qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle hocha timidement la tête. D'accord, mais elle est très fatiguée. Gaspard sourit légèrement, soulagé qu'elle accepte. « Merci Clémence. Je te promets que je ne veux que parler. » Il lui tendit la main et sans hésitation, la petite glissa la sienne dans la sienne. Une main fine, glacée, presque transparente, tant elle était frêle comparée à la poigne ferme de cet homme habitué aux contrats et aux réunions dans des bureaux luxueux. Ils commencèrent alors à marcher côte à côte à travers les rues sinueuses du quartier. À mesure qu'ils avançaient, Gaspard ne pouvait s'empêcher de jeter des regards discrets à la fillette, se demandant comment la vie avait pu la pousser à endosser un rôle d'adulte bien trop tôt. Le trajet jusqu'à l'immeuble où elle vivait fut court, mais suffisamment long pour que 1000 pensées se bousculent dans l'esprit de Gaspard. Il se demanda comment il allait aborder la conversation avec la mère de Clémence. Il pressentait déjà que ce ne serait pas facile. Il savait que la dignité des gens dans la difficulté était souvent leur dernier rempart. Il fallait trouver les bons mots, la bonne approche, et surtout ne jamais donner l'impression qu'il s'agissait de charité. Quand ils arrivèrent devant la porte de l'immeuble, un bâtiment ancien aux murs noircis par le temps, Clémence sortit une petite clé de sa poche. Ils montèrent les escaliers grinçants jusqu'au 4e étage. Devant la porte en bois, écaillée, la petite frappa doucement avant d'entrer. Gaspard suivit, le cœur battant. Il savait, au fond de lui, que cette rencontre allait changer quelque chose, peut-être dans la vie de Clémence et de sa mère, mais sans doute aussi dans la sienne. Dès que la porte s'ouvrit, Gaspard sentit une odeur humide et légèrement âcre lui sauter au visage, mélange de lessive bon marché, de nourriture réchauffée et d'air vicié que les vieilles fenêtres laissaient difficilement circuler. L'appartement était minuscule, bien plus exigu qu'il ne l'avait imaginé. Un canapé défraîchi faisait face à une petite table bancale,
tandis qu'une kitchenette en piteux état occupait un coin de la pièce. Le carrelage était fissuré par endroits, les murs affichaient des traces d'humidité, et un vieux radiateur grinçait faiblement, tentant en vain de réchauffer l'atmosphère glaciale. Assise sur le canapé, recroquevillée sous une couverture fine, une femme d'une trentaine d'années leva lentement les yeux vers eux. Ses traits étaient tirés, ses joues creusées par la fatigue et la maladie, et son regard reflétait à la fois la surprise et la méfiance. Elle était belle malgré tout, avec cette beauté simple et fragile de ceux qui ont lutté longtemps contre des vents contraires. Elle porta une main tremblante à sa bouche, comme pour dissimuler un accès de toux qu'elle ne put retenir. Clémence s'approcha d'elle en courant, lui prenant la main. « Maman, c'est Monsieur Delacroix. Il m'a parlé au restaurant. » La femme se redressa légèrement, déplaçant la couverture sur ses jambes. « Bonjour, » articula-t-elle d'une voix rauque. « Que puis-je pour vous ?» Gaspard s'avança, pris d'un léger vertige en découvrant enfin le visage d'Élodie. Oui, c'était bien elle. Il ne pouvait plus en douter. Il la reconnut immédiatement, malgré les années, malgré la fatigue et la maladie qui avaient marqué ses traits. Cette femme était bien la jeune fille qu'il avait connue autrefois, à une époque si lointaine qu'elle lui semblait appartenir à un autre siècle. Il se reprit, tentant de masquer l'émotion qui lui serrait la gorge. « Bonjour, madame. J'ai croisé votre fille ce matin. Elle travaillait devant le restaurant Le Petit Coin. J'ai été interpellé, touché. Et je me suis dit qu'il était important de comprendre, de savoir comment je pouvais peut-être vous être utile. » Élodie lui lança un regard à la fois méfiant et reconnaissant. Elle semblait hésiter entre le besoin de se protéger et le soulagement qu'enfin quelqu'un se soucie sincèrement de leur situation. Elle ajusta la couverture sur ses genoux et prit une profonde inspiration. « Vous savez, il n'y a pas grand-chose à comprendre. La vie. Elle a juste décidé de nous tester un peu plus que les autres. » Sa voix tremblait légèrement, mais elle tentait de garder une certaine dignité, comme si l'aveu de ses difficultés ne devait en rien entamer son honneur. Elle poursuivit, d'un ton résigné. « Je travaillais comme serveuse au restaurant, mais il y a quelques semaines, je suis tombée malade. Une pneumonie au début, compliquée. Et maintenant, on parle d'insuffisance respiratoire chronique. Les médecins disent que ça pourrait aller mieux, mais il faut du repos. Et vous voyez bien, le repos, ce n'est pas un luxe qu'on peut se permettre quand il faut payer le loyer, l'électricité et mettre quelque chose sur la table. » Gaspard écoutait en silence, les poings serrés, sentant la colère monter en lui. Non pas contre cette femme ou contre elle-même, mais contre le système, contre cette société qui permettait qu'une mère et sa fille se retrouvent dans une telle détresse au cœur même de Paris, cette capitale mondiale de la richesse et de l'abondance. Il regarda autour de lui et remarqua une pile de factures entassées sur un coin de la table, certaines ouvertes, d'autres encore dans leurs enveloppes, toutes marquées de timbres rouges et de mentions menaçantes. Relance, dernier avis avant coupure, mise en demeure. Chaque papier semblait peser une tonne dans cet espace exigu, écrasant un peu plus la vie de cette famille. Il posa la main sur le dossier d'une chaise branlante et demanda d'une voix plus douce « Et le père de Clémence? Il est présent ?» Un voile passa dans les yeux d'Élodie et elle détourna le regard vers la fenêtre fissurée. Parti, depuis longtemps, quand Clémence avait 2 ans. Il disait qu'il n'était pas fait pour cette vie, pas fait pour être père. Alors il est parti, il n'a jamais donné signe de vie depuis. Le silence qui suivit fut lourd, pesant. Clémence s'était assise sur le tapis, jouant avec un morceau de ficelle, comme si elle avait appris à se rendre invisible lorsque les adultes parlaient de ces choses-là. Gaspard sentit son cœur se serrer davantage. Il inspira profondément et reprit, d'une voix mesurée, « Comment faites-vous pour tenir ?» Élodie haussa les épaules. « On fait comme on peut. Je prends des petits boulots quand ma santé me le permet. Des ménages, un peu de couture. Mais depuis quelques semaines, c'est devenu presque impossible. Clémence fait ce qu'elle peut pour aider. Elle va à l'école, bien sûr, mais dès qu'elle peut, elle file au restaurant. René, le patron, est gentil. Il ferme les yeux, lui donne quelques euros en échange. Mais ça ne suffit pas. Le mois dernier, j'ai failli perdre l'appartement. Le propriétaire a été patient, mais il m'a prévenu. Encore un retard et on sera dehors. » Elle se pencha pour attraper un verre d'eau sur la table, mais ses mains tremblaient trop. Gaspard s'approcha immédiatement pour l'aider, posant le verre devant elle. Elle le remercia d'un sourire triste, puis baissa la tête. « Vous savez, monsieur Delacroix, ce n'est pas la première fois que la vie nous met à l'épreuve.
Mais là, je ne sais pas si j'aurai encore la force de me relever. » Ces mots résonnèrent longuement dans l'esprit de Gaspard. Il sentit la colère, la tristesse, mais aussi une volonté naissante de ne pas rester spectateur de ce drame. Quelque chose en lui venait de se briser, mais autre chose, bien plus puissant, venait de naître. Il savait, sans l'ombre d'un doute, qu'il ne repartirait pas d'ici sans avoir trouvé un moyen d'alléger le poids qui écrasait cette mère et sa fille. Le silence qui envahit l'appartement était presque assourdissant. Seuls les grincements des tuyaux et les claquements sporadiques des fenêtres mal isolées venaient troubler l'air figé. Gaspard, toujours assis sur la vieille chaise en bois, avait les mains jointes, le regard fixé sur Élodie, qui luttait visiblement pour garder contenance, malgré la fatigue qui semblait l'écraser de tout son poids. Clémence, elle, était restée assise à même le sol, ses genoux ramenés contre sa poitrine, ses grands yeux noisettes alternant entre sa mère et cet inconnu qui, en quelques minutes, avait bouleversé le fragile équilibre de leur existence. Le regard de Gaspard, jusque-là concentré sur la situation immédiate, commença à dériver. Quelque chose clochait dans cette scène. Pas uniquement la pauvreté criante ou la maladie d'Élodie, mais un détail plus intime, plus personnel. Ce sentiment fugace qu'il connaissait cette femme autrement que comme une simple inconnue, croisée par hasard. Il la regarda plus attentivement, cherchant dans ses traits marqués la trace d'un souvenir lointain. Il prit une profonde inspiration, tentant de chasser cette impression, mais la question jaillit avant qu'il ne puisse la retenir. « Pardonnez-moi, mais votre nom de famille, c'est bien Martin ?» Élodie hocha lentement la tête. « Oui, Élodie Martin. Pourquoi ?» Un frisson parcourut l'échine de Gaspard. Il sentit sa gorge se serrer, son souffle devenir plus court. Martin, ce nom, associé à ce visage, éveillait en lui une foule de souvenirs qu'il avait enfouis depuis des décennies. Il était jeune alors, à peine 17 ans, adolescent fougueux et rêveur, encore loin de devenir l'homme d'affaires accompli qu'il était aujourd'hui. À cette époque, il vivait dans un quartier modeste de la banlieue parisienne, et parmi ses rares amis proches, figurait une jeune fille pétillante, pleine de vie et de rêves, prénommée Élodie. Ils avaient partagé des heures entières à discuter de l'avenir, à refaire le monde, à rire des absurdités de la vie. Puis, comme souvent à cet âge, la vie les avait séparés, chacun suivant son propre chemin. Il n'y avait plus aucun doute possible. C'était bien elle. Ce regard profond, cette fossette qui se dessinait à peine sur sa joue gauche lorsqu'elle esquissait un sourire, même fatigué, étaient exactement ceux de la jeune fille qu'il avait connue. Mais ce qui le bouleversa encore davantage, ce fut la réalisation brutale que Clémence, cette petite fille courageuse et déterminée, portait ce même regard, cette même étincelle de vie mêlée de résilience. Il tenta de garder son calme, de ne pas laisser transparaître l'émotion qui menaçait de le submerger. Il inspira profondément avant de poser la question qui, désormais, brûlait ses lèvres. Élodie, excusez ma question, mais le père de Clémence, vous m'avez dit qu'il était parti quand elle était petite. Un voile passa immédiatement dans les yeux d'Élodie. Elle baissa la tête, frottant nerveusement ses mains sur la couverture qui recouvrait ses jambes. Oui, il n'a pas su être là. Il est parti avant même que Clémence comprenne ce que cela voulait dire d'avoir un père. Gaspard sentit son cœur battre plus fort, une sensation étrange montant en lui, entre l'appréhension et la peur de comprendre ce qui allait suivre. Il se redressa légèrement, comme pour se préparer à un impact invisible. Est-ce que... Il marqua une pause, pesant ses mots avec une infinie précaution. Est-ce que je le connaissais? Élodie resta un moment silencieuse. Elle semblait lutter contre ses propres pensées, contre la douleur qu'évoquait cette question. Finalement, elle leva les yeux vers lui. Son regard était à la fois ferme et empreint d'une tristesse infinie. Je ne sais pas, peut-être, mais ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est Clémence. Elle n'a jamais eu besoin de lui pour devenir la petite fille merveilleuse qu'elle est aujourd'hui. Un silence terrible suivit cette réponse. Gaspard sentit sa respiration s'accélérer. Les battements de son cœur résonnaient dans ses tempes. Il savait que ce n'était pas une réponse anodine. Il savait que quelque chose de bien plus grand, de bien plus lourd, était tapi derrière ces mots simples. Il inspira profondément, puis, incapable de contenir davantage le flot de questions, il murmura presque « Élodie, dis-moi la vérité. » Elle le fixa longuement. Ses lèvres tremblèrent. Elle ferma les yeux un instant, comme si elle cherchait le courage dans les tréfonds de son être.
Puis, dans un souffle, elle lâcha. « Oui, tu le connaissais. » Le choc fut immédiat. Gaspard sentit son monde vaciller, son esprit tentant désespérément de recoller les morceaux du puzzle qui se formaient brutalement devant lui. Ses mains se crispèrent sur ses genoux. Il savait ce que cela signifiait. Il savait, au plus profond de lui, avant même qu'elle n'ajoute quoi que ce soit. Mais Élodie poursuivit, sa voix plus ferme désormais, comme libérée d'un poids qu'elle avait porté trop longtemps seule. « Ce n'est pas ce que tu crois. Tu n'as jamais su. Je ne t'ai jamais cherché. Je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit. Tu es parti poursuivre tes rêves, ta vie, et moi, j'ai continué la mienne. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais déjà loin, déjà pris dans une autre vie. Je ne voulais pas t'imposer ça. » Gaspard ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Il sentit ses jambes trembler. Il se leva brusquement, faisant grincer la vieille chaise contre le sol usé. Il fit quelques pas dans l'appartement, passant la main dans ses cheveux, tentant de comprendre, de digérer l'information colossale qui venait de s'abattre sur lui. Clémence, silencieuse, observait la scène sans comprendre pleinement ce qui se jouait. Mais elle sentit instinctivement que quelque chose venait de changer. Elle se leva, attrapa la main de sa mère et la serra fort. Gaspard se retourna enfin vers Élodie. Son regard était embué de larmes, mais il y lisait aussi une détermination farouche. « Clémence, » murmura-t-il, sa voix brisée. « Clémence est... » Élodie hocha la tête lentement, les larmes coulant désormais librement sur ses joues creusées. « Oui, Gaspard, c'est ta fille. » Le temps sembla s'arrêter. Les battements de son cœur se mêlèrent au bruit sourd de la ville au dehors. Tout ce qu'il pensait savoir sur sa vie, sur son passé, venait de s'effondrer pour laisser place à une réalité qu'il n'avait jamais imaginée. Une petite fille de 8 ans, qu'il venait à peine de rencontrer, était en réalité son propre sang, sa propre chair, et elle vivait depuis toujours dans la misère sans qu'il ne le sache. Il porta la main à sa bouche, tentant de réprimer un sanglot. Les larmes finirent par couler malgré lui. Pour la première fois depuis des années, lui, l'homme dur, le chef d'entreprise respecté, se sentit vulnérable, démuni face à une vérité aussi bouleversante. Un silence pesant enveloppait la pièce, presque suffocant, comme si l'air lui-même avait été happé par la révélation brutale qui venait d'éclater. Gaspard restait figé au milieu de ce petit salon décrépit, incapable de détacher son regard de Clémence. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes avec une intensité douloureuse. Il voyait désormais dans les traits de la fillette tout ce qu'il n'avait pas voulu, pas su voir avant. Ses propres yeux, légèrement en amande, cette fossette discrète qui se dessinait lorsqu'elle esquissait un sourire, cette façon de froncer les sourcils lorsqu'elle était concentrée exactement comme lui. Comment avait-il pu passer à côté de l'évidence? Élodie, assise sur le canapé, essuyait silencieusement ses larmes, le visage marqué par une tension profonde. Elle semblait elle-même bouleversée de voir combien la présence de Gaspard, après tant d'années, ravivait des souvenirs qu'elle avait tenté d'enfouir dans les recoins les plus sombres de sa mémoire. Son regard oscillait entre la peur, la tristesse et une forme de soulagement, celui de ne plus porter seul ce secret trop lourd. Gaspard, les mains tremblantes, fit un pas en arrière, cherchant son souffle, incapable d'organiser le flot chaotique de ses pensées. Chaque souvenir de son adolescence refaisait surface avec une vivacité déroutante. Il revoyait les après-midi passés avec Élodie, dans ce quartier populaire de banlieue, leurs longues promenades, leurs rêves d'avenir échangés sous les arbres du vieux parc municipal. Ils avaient été si proches, si complices. Il se souvenait parfaitement de la dernière fois qu'ils s'étaient vus. C'était un été étouffant, juste avant son départ précipité pour une école de commerce à Lyon, grâce à une bourse qu'il avait arrachée de haute lutte. Ce départ avait signé la fin brutale de leur histoire. Pris dans le tourbillon de sa nouvelle vie, il n'avait jamais trouvé le courage ou le temps de revenir. Il passa nerveusement une main sur son visage, sentant la sueur froide perler à sa tempe. Sa voix se brisa lorsqu'il murmura enfin, presque pour lui-même, « Comment ai-je pu ne pas savoir, ne pas comprendre ?» Élodie serra la main de Clémence, la ramenant contre elle, protectrice, comme si elle craignait que cette vérité nouvellement dévoilée ne vienne, une fois de plus, bouleverser la fragile stabilité qu'elle s'était acharnée à maintenir. Elle inspira profondément avant de répondre, d'une voix où perçait une sincérité douloureuse. « Gaspard, je n'ai jamais voulu que tu le saches. Quand tu es parti,
Tu avais tes rêves, tes projets. Tu allais construire ta vie. Et moi, je ne voulais pas être celle qui t'enchaînerait à un passé que tu voulais fuir. Quand j'ai découvert que j'étais enceinte, tu étais déjà loin. Et je me suis dit que je devais affronter ça seul. » Il ferma les yeux, laissant échapper un soupir rauque, mélange de colère, de regret et de douleur. Il se revoyait jeune, insouciant, persuadé qu'il fallait fuir la misère pour réussir, ignorant qu'en partant, il avait laissé derrière lui bien plus qu'un quartier ou des souvenirs. Il avait laissé une vie naître sans lui, une enfant grandir dans l'ombre de son absence. Et il marqua une pause, déglutissant difficilement. « Tu n'as jamais essayé de me retrouver ?» Élodie secoua lentement la tête. « Non, à quoi bon? J'ai suivi ton parcours. Tu es devenu cet homme brillant dont on parle dans les journaux, dans les magazines économiques. Tu avais construit ton empire. Quelle place aurait pu avoir une femme comme moi et une enfant née d'un passé que tu avais sans doute voulu oublier ?» Ces mots frappèrent Gaspard en plein cœur. Il se sentit envahi d'un mélange de honte et de culpabilité. Il se rendit compte avec une lucidité glaçante qu'il avait consacré sa vie entière à bâtir des entreprises, à accumuler des richesses, à gagner des prix, à être respecté dans les cercles les plus fermés de la finance européenne, et qu'en parallèle, une petite fille de son propre sang balayait les trottoirs de Paris pour survivre. Il s'avança lentement vers Clémence, s'agenouillant à sa hauteur. La fillette le regarda avec un mélange de curiosité et de crainte, ne comprenant pas encore totalement ce qui se jouait entre les deux adultes. Gaspard tendit la main, hésitant, puis la posa doucement sur l'épaule frêle de la petite. Il sentit sous ses doigts la maigreur de son corps, la dureté de cette vie bien trop lourde pour ses 8 ans. « Clémence !» Sa voix trembla, puis il reprit avec plus de fermeté. « Je suis ton père. » Les mots semblèrent suspendre le temps. La fillette cligna des yeux plusieurs fois, comme si elle tentait de comprendre la portée de cette révélation. Elle se tourna vers sa mère, cherchant une confirmation silencieuse, et Élodie hocha lentement la tête, les larmes aux yeux. Le visage de Clémence se décomposa. Elle resta sans voix, le regard fixe, avant de murmurer d'une petite voix brisée « Mon papa, c'est vous ?» Gaspard sentit son cœur se briser en 1000 morceaux. Il ouvrit les bras, hésitant, et la fillette se jeta contre lui, comme poussée par un instinct qu'aucune absence, aucune séparation, aucune douleur n'aurait pu effacer. Il la serra contre lui, sentant ses petites mains s'agripper à sa veste, et les larmes qu'il retenait depuis si longtemps coulèrent librement sur ses joues. Élodie détourna le regard, incapable de soutenir plus longtemps l'intensité de cette scène, mais un léger sourire se dessina malgré elle. Pour la première fois depuis des années, elle sentit que peut-être une lumière pouvait percer l'obscurité qui avait englouti leur existence. Après de longues minutes de silence, entrecoupées seulement par les sanglots de Clémence et la respiration tremblante de Gaspard, il la relâcha légèrement, la tenant par les épaules, et plongea son regard dans le sien. « Je te promets, je te jure que plus jamais tu n'auras à vivre comme ça. Je suis là, maintenant, et je ne te laisserai plus jamais tomber. » La petite hocha la tête, incapable de répondre autrement que par un regard rempli d'espoir, de peur et d'amour naissant. Elle savait instinctivement que quelque chose venait de basculer à jamais dans leur vie. Gaspard se redressa lentement, puis se tourna vers Élodie. Son regard n'était plus seulement celui d'un homme d'affaires ou d'un inconnu bouleversé. Il était désormais celui d'un père, déterminé à réparer le passé, peu importe le prix. Lorsque Gaspard quitta enfin l'étreinte de Clémence, il sentit son cœur battre plus fort qu'il ne l'avait jamais connu, non pas sous l'effet du stress lié aux affaires, des négociations tendues ou des défis financiers colossaux auxquels il était habitué, mais sous le poids immense d'une responsabilité nouvelle, viscérale, indiscutable, la responsabilité d'un père. Il resta un instant debout, les bras le long du corps, regardant la petite, puis fixant Élodie, comme pour ancrer cette scène dans sa mémoire à jamais, pour qu'elle ne soit jamais effacée, ni altérée par le temps ou par les vents contraires de la vie. La pièce semblait plus étroite encore, comme si les murs eux-mêmes s'étaient rapprochés sous la tension émotionnelle. Le silence n'était plus pesant comme quelques instants auparavant. Il était désormais porteur d'une promesse muette, celle que plus rien ne serait comme avant. Gaspard sentit la détermination monter en lui, une énergie qu'il ne connaissait plus depuis ses jeunes années, celle qui l'avait poussé autrefois à se battre pour sortir de la misère. Mais cette fois, ce n'était pas pour lui qu'il allait se battre, c'était pour Clémence et pour Élodie. Il fit lentement le tour de la pièce,
observant chaque détail, chaque fissure dans les murs, chaque meuble bancal, chaque trace d'humidité. Il enregistra tout, comme un dossier qu'il aurait à traiter en urgence, sauf que celui-ci dépassait de loin n'importe quelle acquisition, n'importe quel partenariat stratégique, n'importe quel plan d'expansion internationale. C'était une urgence humaine, viscérale, intime. Il ne pouvait pas. Il ne voulait pas repartir d'ici et faire comme si cette visite n'avait été qu'une parenthèse douloureuse dans sa vie bien ordonnée. Élodie, assise, observait Gaspard avec une prudence mêlée de fatigue. Elle savait qu'il allait dire quelque chose. Elle devinait que quelque chose de décisif se tramait dans l'esprit de cet homme qu'elle avait autrefois tant aimé et qui, sans qu'elle ne l'ait jamais voulu, était devenu le père absent de sa fille. Finalement, Gaspard s'arrêta devant la fenêtre, posa la main sur le cadre abîmé et se tourna vers elle. Il inspira profondément, puis déclara d'une voix ferme, mais où perçait une tendresse qu'il ne se connaissait pas. « Je ne peux pas vous laisser comme ça. Ce n'est pas. C'est inconcevable. » Élodie serra les dents, relevant légèrement le menton, anticipant la suite. Elle connaissait cet homme, ou du moins celui qu'il était devenu. Elle savait qu'il n'était pas du genre à dire les choses à moitié, ni à faire semblant. « Je veux vous aider. » Il marqua une pause, croisant le regard d'Élodie, puis celui de Clémence. Pas par pitié, pas par charité, parce que c'est ce que je dois faire, parce que c'est ma responsabilité. La réaction d'Élodie fut immédiate. Elle se redressa, malgré la douleur évidente qui la traversait. Son regard devint plus dur, plus défensif. Non. Sa voix était ferme, sans appel. « Je ne veux pas de ta charité, Gaspard. J'ai peut-être accepté de te laisser entrer dans la vie de Clémence, mais je ne veux pas que tu croies une seule seconde que tu peux venir ici, avec ton argent, et tout réparer comme si de rien n'était. » Clémence, elle, tourna la tête de sa mère vers elle, tirant légèrement sur la manche de son pull. Son regard oscillait entre incompréhension et peur que ce moment d'espoir naissant ne s'effondre déjà. Gaspard leva les mains, comme pour apaiser les tensions. « Élodie, écoute-moi, ce n'est pas de la charité, ce n'est pas un chèque que je veux te tendre et repartir ensuite. Ce que je veux, c'est être là, pour toi, pour elle. » Il désigna Clémence d'un mouvement du menton. « Et pas seulement financièrement. Je veux faire partie de sa vie. » Le silence retomba, mais différent. Il était chargé de cette tension particulière, des moments où tout peut basculer d'un côté ou de l'autre, où chaque mot, chaque regard, chaque geste peut décider du cours de plusieurs vies. Élodie respira profondément, fermant un instant les yeux. « Tu crois que c'est si simple ? Tu crois que tu peux débarquer après 8 ans d'absence et dire « Je veux faire partie de sa vie ?» Comme ça ? Gaspard baissa légèrement la tête, acceptant le reproche sans tenter de s'en défendre. « Non. Je sais que ce n'est pas simple. Je sais que je ne peux pas rattraper le passé. Mais je sais aussi que je peux changer l'avenir. » Il s'avança, posa un genou à terre devant Élodie, un geste qui le surprit lui-même, tant il était inhabituel pour cet homme habitué à commander, à contrôler, à diriger. « Je ne te demande pas de me pardonner, ni aujourd'hui, ni demain. Je ne te demande même pas de me faire confiance tout de suite. Mais regarde cette pièce, Élodie. Regarde dans quel état tu es obligé de vivre, toi et notre fille. Ce n'est pas juste, ce n'est pas digne de vous. Et ça, au moins ça, je peux le changer. » Les larmes recommencèrent à couler sur les joues d'Élodie, mais cette fois, elles étaient mêlées de rage, de peur, de soulagement aussi, comme si tout ce qu'elle avait porté seule pendant tant d'années menaçait soudain de se fissurer sous la pression. Clémence, elle, se leva lentement, s'approcha de Gaspard et posa sa petite main sur son épaule. Elle ne dit rien, mais son geste parlait pour elle. Elle voulait croire. Elle voulait espérer que cet homme n'était pas simplement de passage. Gaspard prit la petite main de sa fille dans la sienne et se releva lentement. Il regarda Élodie droit dans les yeux. « Je te propose quelque chose, pas un cadeau, pas une aumône, mais une solution, une vraie, qui vous rendra votre dignité, qui vous permettra de vivre, pas de survivre. Laisse-moi te montrer, laisse-moi t'aider à te relever. » Élodie, épuisée, brisée, mais encore debout, encore fière, sentit que le combat qui se dessinait ne serait pas contre lui, mais avec lui. Elle hocha lentement la tête, les lèvres tremblantes. « On en parle, mais à mes conditions. » Gaspard esquissa un sourire. « À tes conditions. » Le silence revenu dans l'appartement,
n'était plus le même que celui qui régnait quelques heures auparavant. Il était désormais chargé d'un mélange complexe de tension, d'espoir et d'incertitude. Élodie restait droite, malgré la douleur évidente que trahissaient ses traits tirés, la fatigue creusant ses joues. Elle observait Gaspard, cet homme qui n'était plus simplement un fantôme de son passé, mais désormais un élément incontournable de leur réalité présente. Il lui proposait de l'aide, de les sortir de cette misère insupportable, mais accepter signifiait franchir une limite qu'elle s'était toujours juré de ne jamais franchir. Gaspard, lui, restait debout, face à elle, les mains légèrement tremblantes, mais le regard fixe, déterminé. Dans sa vie, il avait négocié avec des investisseurs internationaux, signé des contrats de plusieurs centaines de millions d'euros, restructuré des entreprises au bord de la faillite. Mais jamais il ne s'était retrouvé face à une négociation aussi complexe, aussi intime, aussi vitale. Il comprenait désormais que l'argent, aussi puissant soit-il, n'était pas la clé universelle. Il y avait des blessures que même des fortunes colossales ne pouvaient effacer. Il respira profondément et déclara d'une voix plus douce qu'il ne l'avait prévu, « Élodie, ce n'est pas de la charité. Ce n'est pas un chèque qu'on signe à la fin d'un déjeuner d'affaires. Ce n'est pas un don. C'est juste la chose juste à faire. » Mais avant même qu'il ne termine sa phrase, Élodie leva la main, le coupant net. « Non, non, Gaspard, tu ne comprends pas. Tu n'as jamais compris, peut-être. Tu viens d'un monde où l'argent règle tout, où un problème devient une simple ligne dans un tableau Excel, où une vie, un destin se résument à des chiffres. Mais ici, on n'achète pas la dignité des gens. » Sa voix tremblait, mais elle tenait bon. Elle se redressa un peu plus malgré la douleur et poursuivit plus ferme encore. « J'ai élevé Clémence seule, sans toi, sans personne. Chaque euro, chaque repas, chaque vêtement, chaque nuit, sans chauffage, tout, absolument tout. Je l'ai gagné à la sueur de mon front, parfois à genoux, parfois en pleurant, mais sans jamais supplier personne. Je refuse que tu arrives maintenant, avec tes belles intentions et tes comptes en banque pleins, pour nous faire croire que tout peut être réparé comme ça. » Clémence, assise sur le tapis, observait sa mère avec admiration et inquiétude. Elle sentait bien que quelque chose de très important se jouait là, quelque chose qui allait définir leur avenir. Gaspard inspira, luttant contre la tentation de répondre impulsivement, de sortir l'argument massu, celui de l'évidence économique, de la solution logique. Mais il comprit immédiatement que ce serait la pire erreur de sa vie. Il recula d'un pas, se passa la main dans les cheveux et reprit plus calmement. « Je comprends, Élodie, et je respecte ça, vraiment. Mais il ne s'agit pas seulement de toi, il s'agit aussi de Clémence. » Il se pencha vers la petite fille et posa doucement la main sur son épaule. Elle ne devrait pas être en train de frotter le sol d'un restaurant après l'école. Elle devrait jouer, apprendre, rêver, pas se demander si le chauffage marchera demain ou si vous aurez de quoi manger ce soir. Le regard d'Élodie se voila. Elle savait qu'il avait raison. Chaque fibre de son être de mère savait qu'il avait raison. Mais le poids de la fierté, de la dignité, de ces années de lutte en solitaire, l'empêchait d'accepter si facilement. « Je ne veux pas de ton argent, Gaspard. Pas comme ça. Pas sous cette forme. » Sa voix se fit plus sèche. « Si tu veux vraiment nous aider, trouve une solution qui respecte ce que nous sommes. » Il hocha la tête, réfléchissant rapidement. Ses réflexes d'entrepreneur reprenèrent le dessus, mais guidés cette fois par quelque chose de bien plus profond que l'ambition, l'amour. Un amour brut, immédiat, celui d'un père découvrant son rôle, et celui d'un homme confronté au courage et à la dignité de la femme qu'il avait autrefois aimée. Il fit quelques pas dans l'appartement, scrutant l'espace, songeur. Puis, lentement, il se retourna vers Élodie, les yeux brillants d'une lueur nouvelle. « Tu es pâtissière, non ?» Elle sembla surprise. Elle hocha la tête, méfiante. « J'ai un CAP de pâtisserie, oui, mais à quoi ça rime ?» Il sourit un sourire sincère, celui d'un homme qui commence à entrevoir une solution qui ne blesse pas, qui ne rabaisse pas, mais qui élève. « Et si, au lieu de te donner de l'argent, je te donnais une opportunité, une vraie, celle de faire ce que tu aimes, celle de construire quelque chose, à toi et pour Clémence ?» Élodie fronça les sourcils, intriguée. « De quoi tu parles ?» Il s'approcha, presque fébrile. « Je te propose d'ouvrir ta propre pâtisserie. Pas une faveur. Pas un cadeau. Un partenariat. Je t'aide à la financer, à trouver le local, à la lancer.
Et toi, tu fais ce que tu sais faire de mieux, créer, cuisiner, régaler les gens. Le silence qui suivit fut si profond qu'on entendit le grincement lointain des fenêtres du voisin d'en face. Élodie le regardait comme si elle ne comprenait pas bien ce qu'elle venait d'entendre. Clémence, elle, ouvrit de grands yeux ronds, son esprit d'enfant tentant d'imaginer ce que cela pouvait signifier. « Une pâtisserie », répéta Élodie, presque hébétée. « Oui. » Gaspard hocha la tête avec conviction. « On monte un vrai projet. Je mets l'investissement de départ. Mais c'est ton entreprise, ton savoir-faire, ta signature. On fait ça proprement. Tu auras les parts, le contrôle, tout. Ce n'est pas de la charité, c'est du respect. C'est un pari sur toi. » Les larmes montèrent de nouveau aux yeux d'Élodie, mais cette fois, elles étaient différentes. Elles n'étaient plus seulement des larmes de douleur ou de fatigue. C'étaient des larmes de surprise, de soulagement mêlé d'une peur immense, celle de croire que, peut-être, après toutes ces années de lutte, un chemin était enfin en train de s'ouvrir. Elle ne répondit pas tout de suite. Elle se leva lentement, marcha jusqu'à la fenêtre, regarda la rue en contrebas, les passants, les voitures, les lumières tremblotantes de Paris qui s'allumaient à mesure que la nuit tombait. Elle resta ainsi quelques longues minutes, le dos tourné, respirant profondément, essayant de calmer le tourbillon qui l'envahissait. Finalement, elle se retourna, ses mains tremblantes, serrées l'une contre l'autre. Elle regarda Gaspard, puis Clémence, et murmura d'une voix presque brisée « Tu crois vraiment que c'est possible ?» Gaspard s'approcha d'elle, posa ses mains sur ses épaules et répondit sans la moindre hésitation « Je ne crois pas, je le sais. » Le lendemain matin, Paris s'éveillait lentement sous un ciel d'un gris uniforme, balayé par un vent mordant qui s'engouffrait entre les ruelles étroites du Marais. La vie reprenait son cours. Les boulangeries diffusaient leurs effluves de pain chaud, les premiers clients pressaient le pas pour rejoindre les cafés, et les commerçants tiraient leurs rideaux métalliques avec la même routine que chaque jour. Pourtant, dans un petit appartement du 4e étage, d'un immeuble décrépit de la rue Saint-Paul, un bouleversement discret mais profond avait commencé à prendre racine. Assis à la table branlante de la cuisine, entouré de piles de factures et de papiers froissés, Gaspard fixait son ordinateur portable. Son visage, d'ordinaire si impassible dans les salles de réunion et les négociations financières, était marqué par une concentration féroce, presque fébrile. Le regard dur, la mâchoire serrée, il pianotait avec rapidité sur son clavier, passant d'un document à un autre, d'un fichier à un tableau de données, comme un stratège en pleine préparation d'une opération décisive. À ses côtés, Élodie l'observait, les bras croisés, partagée entre l'incrédulité et une forme d'espoir qu'elle n'osait encore totalement embrasser. Clémence, quant à elle, assise au sol avec ses crayons de couleur étalés autour d'elle, dessinait des gâteaux aux couleurs vives, ignorant à moitié les échanges des adultes, mais captant malgré elle l'énergie nouvelle qui animait la pièce. « Regarde !» lança Gaspard en pivotant son écran vers Élodie. « Ce local est situé à moins de 5 minutes d'ici. Il était occupé par une petite librairie qui a fermé il y a 3 mois. Le loyer est correct pour le quartier et la superficie est parfaite pour une pâtisserie avec un petit salon de dégustation. » Élodie se pencha, observant les photos. Les murs blancs, les grandes vitrines, le carrelage encore en bon état. Elle sentit son cœur battre plus fort, mais elle se reprit immédiatement, secouant la tête. « Et tu crois que ça va suffire? Il faut plus qu'un local. Il faut du matériel, un laboratoire, un four professionnel, un frigo, des présentoirs. » Gaspard hocha la tête, souriant légèrement. « Je le sais. Et c'est là que mes connexions entrent en jeu. J'ai passé la soirée d'hier à passer des coups de fil. J'ai contacté un ancien camarade de l'école de commerce, Stéphane, qui est aujourd'hui directeur commercial chez Cuisine Pro, un des plus gros fournisseurs de matériel pour les professionnels de la restauration. Il me doit une faveur. Il peut nous obtenir des prix imbattables sur tout l'équipement nécessaire. » Il tourna son regard vers Élodie, plus sérieux encore. « Et ce n'est pas tout. J'ai aussi parlé à Hélène Brossard, qui dirige la Banque populaire du Marais. Je lui ai exposé ton projet. Elle est prête à envisager un prêt professionnel à taux préférentiel, à condition qu'on lui présente un business plan solide. » Élodie le fixa, sidérée. « Un business plan? Mais Gaspard, je n'ai jamais fait ça. Je ne suis pas une femme d'affaires. » Il se pencha vers elle, son regard brillant d'une détermination inflexible. « C'est là que j'interviens. Je m'en charge. On va le faire ensemble. Je ne te laisse pas tomber. Tu m'expliques ta vision, tes recettes, ton concept,
Et moi, je le traduis en chiffres, en projections financières, en prévisionnel. Il ouvrit un autre document, un tableau Excel complexe où les colonnes défilaient, remplies de chiffres, de pourcentages, de prévisions de charges et de bénéfices. Il lui montra chaque ligne, chaque donnée. Regarde, si tu fais par exemple 120 viennoiseries par jour, avec un prix moyen de 2,60 €, tu peux déjà générer un chiffre d'affaires quotidien de 312 € uniquement sur la vente directe. Et si tu ajoutes des gâteaux, des tartes, des boissons chaudes, Élodie cligna des yeux, submergée mais fascinée. Elle n'avait jamais pensé en ces termes. Elle savait pétrir, fouetter, monter une chantilly à la main, tempérer le chocolat, réaliser un millefeuille parfait. Mais jamais elle n'avait envisagé son savoir-faire comme une entreprise, avec des colonnes de chiffres et des marges de rentabilité. Gaspard reprit plus doucement « Je veux que tu comprennes quelque chose, Élodie. Ce n'est pas une faveur, ce n'est pas moi qui te sauve, c'est toi qui vas bâtir ça. Je te donne juste le tremplin. » Elle sentit sa gorge se nouer. Les larmes lui montèrent aux yeux, mais elle les ravala avec fierté. « Et si ça ne marche pas ?» Gaspard se leva, fit quelques pas dans la pièce et se tourna vers elle. « Alors, on se relèvera, ensemble. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Tu as tout pour que ça marche. Le quartier est parfait. Il y a peu de concurrence directe. Les gens ici adorent les commerces de proximité, les produits artisanaux. Tu fais des gâteaux que même les meilleures pâtisseries du 6e arrondissement te jalouseraient. » Il marqua une pause, puis ajouta, plus solennel, « Je crois en toi, Élodie. Peut-être même plus que tu ne crois en toi-même. » Clémence leva la tête de son dessin et demanda innocemment, « Et elle s'appellera comment, la boutique ?» Un silence attendri suivit sa question. Gaspard et Élodie se regardèrent, surpris, puis esquissèrent un sourire. Élodie se mordit la lèvre, réfléchissant. « Je n'en sais rien. » Gaspard croisa les bras, l'air faussement songeur. « Et si on l'appelait Douce Clémence ?» Clémence leva les yeux, bouche bée. « Vraiment ?» Élodie, bouleversée, sentit son cœur fondre. Elle regarda sa fille, puis Gaspard, et hocha lentement la tête, la voix tremblante. « Oui, Douce Clémence. » La décision venait d'être prise. Le projet avait désormais un nom, une identité, un début. Mais il leur restait encore tant à faire. Trouver le financement final, signer le bail, commander les équipements, déposer le dossier à la Chambre des métiers, obtenir les autorisations sanitaires, choisir les fournisseurs. Mais pour la première fois depuis des années, Élodie sentait que la vie lui offrait autre chose qu'un combat de plus. C'était un pari sur elle-même, et elle était prête à le relever. Dès l'aube, le quartier du Marais semblait légèrement différent. Ce n'était ni le vent glacial ni la lumière grise de cet hiver parisien qui transformait l'ambiance, mais la vibration presque imperceptible d'un changement en marche. Dans l'appartement de la rue Saint-Paul, l'énergie était palpable. Gaspard, vêtu d'un manteau élégant mais les manches retroussées, passait des appels sans interruption, tandis qu'Élodie, encore un peu abasourdie par la tournure que prenait sa vie, griffonnait nerveusement des idées sur un vieux carnet jauni. Ils étaient debout devant la vitrine d'un petit local commercial situé à 2 rues de leur immeuble. L'endroit semblait presque abandonné, mais il conservait un charme brut. De grandes baies vitrées bordèrent la façade, laissant entrer une lumière naturelle abondante. À travers les vitres sales, on devinait un espace vide. Le sol recouvert d'un carrelage en damier noir et blanc ébréché, et un vieux comptoir en bois usé trônait encore contre le mur du fond. « C'est ici », déclara Gaspard avec assurance, les mains dans les poches. « C'est l'endroit parfait. » Élodie fronça les sourcils, plissant les yeux pour mieux voir à travers la vitre. « C'est plus petit que ce que j'imaginais, » murmura-t-elle. Il hocha la tête, confiant. « Petit, mais suffisant pour démarrer. Il y a un coin pour le laboratoire, un espace pour les clients. Et regarde la rue. Beaucoup de passages, beaucoup de familles, de touristes, de résidents fidèles. » Le propriétaire du local, un vieil homme nommé Monsieur Lambert, arriva quelques minutes plus tard, un trousseau de clés à la main. Il déverrouilla la porte et les laissa entrer. L'odeur de renfermé les saisit immédiatement, mais Gaspard n'y prêta aucune attention. Il observait l'espace avec l'œil d'un investisseur habitué à repérer le potentiel là où d'autres ne voyaient que des ruines. Élodie, quant à elle, se déplaçait lentement, caressant du bout des doigts les murs, s'imaginant déjà où seraient placées les vitrines réfrigérées, le plan de travail, le four à pâtisserie, les étagères de présentation.
À mesure qu'elle avançait, une image prenait forme dans son esprit. Le parfum du beurre chaud, les croissants dorés alignés derrière la vitre, les tartes aux fruits luisantes sous un glaçage parfait, les clients souriants en repartant avec une boîte remplie de douceur. Mais à chaque vision rassurante s'ajoutait immédiatement une angoisse plus sourde. Les questions se bousculaient dans sa tête. Et si personne ne venait? Et si elle n'arrivait pas à tenir le rythme? Et si tout cet argent, tout cet effort, finissait par s'écrouler comme un château de cartes? Sentant son hésitation, Gaspard posa une main ferme mais bienveillante sur son épaule. « Ce n'est pas un saut dans le vide, Élodie. C'est un saut vers ta liberté. » Le vieux propriétaire, un brin bourru mais visiblement heureux de pouvoir enfin louer cet espace resté vide trop longtemps, leur expliqua les modalités. Un bail commercial classique, une caution équivalente à 3 mois de loyer, plus quelques frais administratifs. Rien d'insurmontable pour Gaspard, mais pour Élodie, chaque somme évoquée semblait démesurée, irréelle. Une fois la visite terminée, ils se retrouvèrent autour de la petite table de la cuisine, le bail posé devant eux. Gaspard, méthodique, sortit une calculatrice et aligna les chiffres. Voici le plan. Je prends en charge l'investissement initial, le matériel, la rénovation, le fonds de roulement pour les premiers mois. En échange, tu auras 70% des parts. Je garde 30%, mais uniquement en tant qu'associé silencieux. La gestion quotidienne, les décisions, tout. C'est toi qui en as le contrôle. Élodie resta figée. Elle n'aurait jamais imaginé entendre un jour de telles paroles, encore moins venant de lui. Elle se mordit la lèvre inférieure, son regard passant sans cesse du document à Gaspard, puis à Clémence, qui les observait avec de grands yeux ronds. « Et si ça ne marche pas ?» demanda-t-elle la voix serrée. Gaspard répondit sans hésiter. « Alors on recommencera, on s'adaptera, on apprendra. Mais Élodie, regarde-moi. » Il plongea son regard dans le sien. « Tu as tenu seul pendant 8 ans dans des conditions que la plupart des gens ne supporteraient pas une semaine. Tu crois sérieusement qu'ouvrir une pâtisserie est plus dur que ça ?» Elle sentit ses yeux s'embuer. Une réponse restait coincée dans sa gorge. Elle savait qu'il avait raison. Ce défi était immense, oui, mais il était infiniment moins cruel que le combat quotidien pour payer le loyer, remplir le frigo ou acheter des cahiers pour Clémence. Les jours suivants furent un tourbillon de démarches. Ils signèrent le bail, contactèrent un architecte spécialisé dans l'aménagement de commerces alimentaires qui proposa un plan optimisé pour maximiser l'espace tout en respectant les normes sanitaires strictes. Le devis était conséquent, mais Gaspard l'accepta sans sourciller. Pendant que l'équipe de travaux débutait la rénovation, Élodie, accompagnée de Clémence, visita plusieurs fournisseurs. Elle sélectionna des farines bio, choisit un chocolat de couverture haut de gamme, testa différents beurres pour trouver celui qui offrirait la meilleure texture à ses viennoiseries. Chaque choix était réfléchi, minutieux. Ce ne serait pas une pâtisserie ordinaire. Elle voulait que ce soit un lieu où chaque client ressente dès la première bouchée tout l'amour et la résilience qui avaient rendu ce projet possible. Clémence participait avec enthousiasme, goûtant les échantillons, posant 1000 questions sur les recettes, les machines, les ingrédients. Elle dessinait le logo de la boutique sur son carnet, imaginant déjà la devanture peinte en bleu pastel, avec des lettres dorées écrivant « Douce Clémence ». La pression était constante, chaque jour apportait son lot de doutes, de nouvelles dépenses imprévues, de décisions à prendre. Mais pour la première fois depuis des années, Élodie ne se sentait pas seule face à l'adversité. Elle avait un partenaire. Et surtout, elle avait une raison de se battre plus forte que tout, offrir à Clémence une vie où le mot « survie » serait remplacé par le mot « avenir ». Un soir, alors qu'il terminait de planifier le menu définitif, Gaspard posa sa main sur celle d'Élodie, la regardant droit dans les yeux. « Ce n'est plus une idée, ni un projet, c'est réel, et tu vas y arriver. Je n'ai jamais été aussi sûr de quelque chose de toute ma vie. » Elle ferma les yeux un instant, inspirant profondément, et lorsqu'elle les rouvrit, son regard était différent. Il n'était plus marqué par la peur, mais par une détermination farouche. Elle comprenait enfin que ce défi, aussi grand soit-il, n'était pas là pour la faire tomber, il était là pour la révéler. À mesure que les jours passaient, la petite boutique prenait forme. Le carrelage fissuré avait été remplacé par un sol en terrazzo élégant. Les murs repeints d'un bleu pastel lumineux accueillaient désormais de délicates étagères en bois clair. Les vitrines réfrigérées venaient d'être installées, prêtes à recevoir les premières créations sucrées d'Élodie.
À l'extérieur, l'enseigne dorée Douce Clémence venait d'être fixée, scintillant sous la lumière hivernale. Tout semblait enfin converger vers ce moment tant attendu, ce renouveau que ni Élodie ni Clémence n'auraient jamais imaginé possible quelques semaines plus tôt. Pourtant, alors que tout semblait sous contrôle, une tempête inattendue se préparait. Ce matin-là, Gaspard, en route vers la pâtisserie pour une dernière réunion avec l'architecte, reçut un appel qui fit basculer son équilibre. Le nom qui s'affichait sur l'écran de son téléphone suffisait à faire monter la tension dans son corps. Jean-Luc Ferrand, l'un de ses plus anciens associés, un homme influent dans le secteur des investissements immobiliers en Europe. « Gaspard, il faut qu'on parle, et vite », lança la voix sèche et directe dès que la communication fut établie. « Un fonds d'investissement américain a fait une offre de rachat sur ta holding. Une offre énorme. » Gaspard s'arrêta net sur le trottoir, incapable de faire un pas de plus. Il sentit son estomac se nouer. « Un rachat ? Qu'est-ce que tu racontes, Jean-Luc ? Personne n'a mis mes parts en vente. »« Je sais, mais tu connais le jeu. Ils ont fait une offre directe à plusieurs de tes actionnaires minoritaires. Et crois-moi, elle est si alléchante que la moitié d'entre eux sont déjà prêts à signer. S'ils atteignent un certain seuil, tu perds le contrôle. » La mâchoire de Gaspard se contracta. Il connaissait ce genre de manœuvre. Il l'avait lui-même utilisé à ses débuts, quand il bâtissait son empire à coups d'opérations audacieuses et de prises de participation agressives. Mais jamais il n'aurait cru que cela se retournerait contre lui de manière aussi brutale. « C'est combien ?» demanda-t-il, la voix tendue. « 90 millions d'euros pour la moitié de la boîte, ce qui valorise ta holding à près de 180 millions. » Gaspard resta silencieux quelques secondes. Cette somme était astronomique. Même pour lui, même après des années à manœuvrer dans des sphères financières où les millions circulaient comme des billets de Monopoly, une telle offre changeait tout. Elle signifiait soit perdre le contrôle de son propre empire, soit accepter de vendre une partie de son entreprise, renoncer à certains projets, peut-être à certaines ambitions, mais en échange, sécuriser une fortune colossale. Il tourna lentement la tête vers la vitrine de la pâtisserie, apercevant à travers le verre la silhouette d'Élodie, en pleine discussion avec l'artisan qui installait le four principal. Clémence était là aussi, essayant de grimper sur un tabouret pour coller des autocollants décoratifs sur la vitre. Un pincement au cœur le saisit. Depuis plusieurs semaines, tout son univers avait commencé à tourner autour de cet endroit, de ces deux personnes qu'il avait retrouvées. Son passé et son avenir s'étaient soudain télescopés. Jean-Luc reprit plus pressant. « Ils veulent une réponse sous 48 heures. Si tu refuses, ils iront jusqu'au bout. Et tu sais comment ça marche, Gaspard. Si ça arrive, tu peux dire adieu à ton indépendance. » Le souffle court, Gaspard termina l'appel, le cœur battant. Il resta un long moment sur le trottoir, les mains crispées dans les poches, observant la devanture de la boutique, le va-et-vient des ouvriers, les rires de Clémence résonnant faiblement à travers la vitre. Cette décision n'était pas seulement financière, elle était existentielle. Accepter l'offre signifiait renoncer à une partie de son empire, peut-être même à la direction de sa holding à long terme. Mais cela signifiait aussi libérer une somme d'argent qui changerait radicalement sa vie, lui permettant de se consacrer à autre chose, à ce projet, à cette famille qu'il avait retrouvée contre toute attente. Il se surprit à sourire amèrement. Toute sa vie, il avait cru que le pouvoir se mesurait en parts sociales, en bilan consolidé, en ligne de résultats. Et voilà qu'aujourd'hui, le véritable pouvoir résidait peut-être dans la capacité de choisir le bonheur, la simplicité, la proximité. Il entra dans la boutique, tentant de masquer la tempête intérieure qui le dévastait. Élodie lui lança un regard curieux. « Tout va bien ?» Il hocha la tête, esquissant un sourire forcé. « Oui, oui, tout va bien. » Mais tout en répondant, il savait que ce n'était pas vrai. Pas encore. La journée se poursuivit dans un tourbillon d'activités. L'électricien vérifia les dernières installations, le livreur apporta les sacs de farine et les boîtes de chocolat. Le peintre s'occupa des dernières retouches sur la façade. Élodie, concentrée, gérait tout avec une précision impressionnante, épaulée par Gaspard qui, malgré l'angoisse qui le rongeait, continuait à jouer son rôle de partenaire. Le soir venu, alors que Clémence dormait profondément sur le vieux canapé de l'appartement, Élodie et Gaspard partagèrent un repas simple, des quiches achetées à la boulangerie du coin. L'atmosphère était détendue en apparence, mais Gaspard savait qu'il ne pourrait pas garder longtemps ce secret. Il posa sa fourchette, se frotta le visage et déclara enfin, d'une voix plus grave, «
Il faut que je te parle de quelque chose. » Élodie leva les yeux, aussitôt attentive. Elle comprit immédiatement que ce n'était pas une conversation banale. « Il y a un investisseur. Ils veulent racheter une grosse partie de ma société. Et si je refuse, je risque de perdre le contrôle. » Elle resta silencieuse, observant Gaspard, pesant la gravité de ce qu'il venait de dire. Elle connaissait suffisamment cet homme, son obsession pour l'indépendance, sa fierté de s'être construit seul, pour mesurer à quel point cette situation devait être un cauchemar pour lui. « Et tu comptes faire quoi ?» demanda-t-elle enfin. Gaspard resta silencieux un instant, puis répondit, le regard plongé dans le sien. « Je ne sais pas encore. Mais ce que je sais, c'est que cette décision, elle ne me concerne plus seulement moi. Elle vous concerne aussi. Toi, Clémence, cette boutique. » Élodie sentit son cœur battre plus vite. Elle comprit à cet instant précis que ce choix allait redéfinir non seulement le futur de Gaspard, mais aussi le leur. Le lendemain matin, la lumière blafarde de l'hiver filtrait à peine à travers les rideaux élimés de l'appartement. Gaspard n'avait quasiment pas dormi. La nuit avait été une succession de pensées tourbillonnantes, de scénarios envisagés, de calculs mentaux incessants. Il avait passé des heures à fixer le plafond, à écouter la respiration paisible de Clémence endormie dans la pièce voisine et à repenser à tout ce qui l'avait conduit à ce carrefour improbable de sa vie. Son passé d'homme d'affaires intransigeant et son présent de père retrouvé s'entrechoquaient avec une violence inattendue. Il se leva finalement, incapable de supporter plus longtemps l'immobilité. Il enfila rapidement un manteau et sortit prendre l'air, marchant sans but précis dans les rues encore désertes du Marais. Ses pas le conduisirent instinctivement jusqu'à la devanture de la pâtisserie. Il resta un long moment planté là, les mains dans les poches, à observer l'enseigne fraîchement posée, les vitres nettoyées, la promesse silencieuse de tout ce que ce lieu représentait désormais pour lui. Son téléphone vibra dans sa poche. C'était Jean-Luc. Encore lui. La même voix ferme, la même pression. « Alors, Gaspard, tu as pris ta décision ? Le fond attend ta réponse avant midi. Après, c'est trop tard. » Il inspira profondément, fermant les yeux un instant. Puis, d'une voix étonnamment calme, il répondit « Oui, j'ai décidé. » Le reste de la conversation fut bref, presque clinique. Gaspard acceptait de vendre une partie de sa holding, pas à contre-cœur, pas dans la douleur, mais avec une clarté nouvelle. Cette décision, il la prenait en toute conscience. Il savait que cela changerait radicalement sa vie professionnelle, qu'il renonçait à une partie de ce qu'il avait bâti, mais il savait aussi que c'était le prix à payer pour embrasser pleinement cette nouvelle vie qu'il avait choisi de construire. Lorsqu'il raccrocha, une étrange sensation de légèreté l'envahit. Il ressentit un soulagement qu'il n'aurait jamais cru possible, comme si, en lâchant enfin une partie de son empire, il récupérait quelque chose de bien plus précieux, sa liberté. Celle d'être un père, celle d'être un homme capable d'aimer sans que tout soit conditionné par des bilans financiers et des courbes de croissance. Il retourna à l'appartement, le cœur plus léger. Élodie était déjà debout, en train de préparer un café. Elle leva les yeux vers lui, interrogative. Il s'approcha, lui prit la main et déclara simplement « C'est fait. J'ai vendu. » Elle resta silencieuse, cherchant à comprendre ce que cela impliquait vraiment. « Tu es sûr ?» Il hocha la tête, un sourire se dessinant lentement sur ses lèvres. « Plus sûr que jamais. Et tu sais quoi ? Je ne le fais pas seulement pour vous. Je le fais aussi pour moi. J'en ai fini de courir après des chiffres, des trophées invisibles. Maintenant, je veux construire quelque chose qui a du sens, quelque chose de vrai. » Quelques jours plus tard, une conférence de presse fut organisée dans un hôtel prestigieux de la place Vendôme. Les journalistes s'étaient déplacés en nombre, intrigués par la nouvelle qui circulait déjà dans les cercles financiers. Gaspard Delacroix, l'un des entrepreneurs les plus influents de France, annonçait la cession partielle de son groupe. Mais plus encore que la transaction elle-même, ce fut sa déclaration publique qui stupéfia l'audience. Debout sur l'estrade, en costume sombre mais sans cravate, il déclara d'une voix ferme et posée « J'ai passé 20 ans de ma vie à bâtir un empire. J'ai connu le succès, les chiffres vertigineux, les classements, les trophées. Mais ces derniers mois, la vie m'a rappelé une vérité que j'avais oubliée. Le vrai succès ne se mesure pas en millions, mais en sourires, en moments partagés, en rêves que l'on aide à réaliser. C'est pourquoi je prends aujourd'hui un virage décisif. Je réinvestis une grande partie de cette vente dans la création d'un fonds d'aide aux petits entrepreneurs. Des gens comme Élodie Martin,
qui possèdent un talent immense mais qui, faute de moyens, restent invisibles. La salle resta silencieuse, suspendue aux mots de cet homme qu'ils croyaient connaître, mais qui, soudain, leur apparaissait sous un jour totalement nouveau. Le fonds s'appellera Renaissance. Il servira à financer des projets locaux, à redonner vie à des commerces de quartier, à soutenir des artisans, des créateurs, des parents seuls, des gens qui, comme Élodie, se battent chaque jour pour offrir un avenir meilleur à leurs enfants. Il conclut en levant les yeux vers l'assemblée: « Ce n'est pas la fin de mon aventure, c'est le début d'une autre. » Le lendemain, la pâtisserie ouvrait ses portes pour la première fois. Les premiers clients se pressaient déjà sur le trottoir, attirés par l'odeur enivrante des croissants au beurre, des pains au chocolat doré à souhait, des tartelettes aux framboises parfaitement alignées derrière la vitrine. À l'intérieur, Élodie, vêtue de son tablier bleu marine brodé du logo Douce Clémence, accueillait les clients avec un sourire rayonnant. Son regard croisait celui de Clémence, qui courait d'un coin à l'autre pour apporter les commandes, fier comme jamais. Gaspard, debout près de la caisse, observait la scène avec un mélange de fierté et d'émotion qu'aucun trophée, aucun bilan, aucune réunion de conseil d'administration ne lui avait jamais procuré. Les clients repartaient avec des boîtes pleines de douceur, mais aussi avec une histoire, celle d'une petite fille et de sa maman qui, grâce à leur courage et à une rencontre inattendue, avaient transformé la douleur en espoir, la survie en réussite, la solitude en une famille retrouvée. Et tandis que le soleil d'hiver perçait enfin à travers les nuages, illuminant la devanture de la pâtisserie, Gaspard comprit avec une certitude absolue que le choix qu'il avait fait ne se mesurait pas en euros ni en pourcentage. Il se mesurait en regard, en sourire, en bonheur simple et authentique, un bonheur qu'aucune fortune au monde n'aurait pu lui offrir autrement. Les jours qui suivirent l'ouverture de la pâtisserie furent empreints d'une effervescence que ni Élodie, ni Clémence, ni même Gaspard n'auraient pu imaginer. Dès les premières heures, les habitants du quartier affluèrent, curieux de découvrir ce nouvel écrin de douceur installé au cœur de la rue Saint-Paul. Il ne fallut pas longtemps pour que l'odeur envoûtante du beurre chaud, du chocolat fondant et de la vanille infuse se répande bien au-delà de la boutique, attirant clients réguliers, passants occasionnels et même des touristes guidés par le bouche à oreille. Derrière le comptoir, Élodie rayonnait d'une énergie qu'elle-même ne soupçonnait plus posséder. Ses mains expertes s'activaient sans relâche, pétrissant, façonnant, décorant chaque création avec une minutie presque sacrée. Chaque gâteau, chaque viennoiserie portait la marque de son histoire, de sa résilience et de son amour pour ce métier. Les clients, en dégustant une simple tarte aux pommes caramélisées ou un millefeuille parfaitement monté, recevaient bien plus qu'un produit, un fragment de son courage, une part de son parcours. Clémence, du haut de ses 8 ans, s'était transformée en véritable mascotte de la boutique. Avec son tablier ajusté sur son petit corps, elle courait entre les tables, portant des plateaux, distribuant des sourires, saluant les clients comme si elle avait fait ça toute sa vie. Elle riait, elle plaisantait, elle dessinait à la craie sur le trottoir des cœurs et des fleurs, entourant le nom Douce Clémence, inconsciente du fait que ce lieu qui portait son nom était devenu bien plus qu'un simple commerce de quartier. C'était un symbole, un phare dans un monde souvent indifférent. Gaspard, lui, observait cette scène avec une émotion qu'il ne cherchait plus à dissimuler. Chaque jour, il passait de longues heures à la pâtisserie, non pas en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que père, en tant qu'ami, en tant que partenaire de vie. Il n'y avait plus de tableau Excel, plus de conférences téléphoniques stressantes, plus de réunions interminables. Il y avait des rires, des clients heureux, des effluves sucrés, et la chaleur humaine qu'il avait passé des années à fuir sans même en avoir conscience. La presse locale ne tarda pas à s'emparer de l'histoire. Un article publié dans Le Parisien titrait « Quand une pâtisserie devient un miracle du quotidien ». Les journalistes racontaient l'histoire de cette mère courageuse et de sa fille, soutenue par un homme que l'on connaissait jusqu'alors comme un magnate discret de la finance, mais qui apparaissait désormais sous un jour totalement différent. Celui d'un homme ayant troqué une part de son empire contre la construction d'un futur plus humain, plus sincère, plus vrai. Les commandes affluaient. Le carnet de réservation pour les gâteaux d'anniversaire, les pièces montées, les brunchs du dimanche se remplissaient à vue d'œil. Les clients venaient autant pour la qualité exceptionnelle des produits que pour l'histoire inspirante qui se cachait derrière chaque pâtisserie exposée dans la vitrine. Un matin,
Alors qu'Élodie s'apprêtait à enfourner une nouvelle fournée de croissants, elle entendit le bruit familier de la cloche suspendue à la porte. Elle leva les yeux et découvrit un visage qu'elle ne s'attendait pas à revoir. Monsieur René, l'ancien propriétaire du restaurant où tout avait commencé. L'émotion l'envahit instantanément. René s'approcha, le regard brillant. « Je voulais te voir », dit-il d'une voix légèrement tremblante, « te voir réussir, te voir heureuse. » Élodie contourna le comptoir et le serra dans ses bras, les larmes aux yeux. « Merci, merci pour tout. Pour avoir permis à Clémence de rester debout quand moi je n'y arrivais plus. » René hocha la tête, souriant. « C'est toi qui as fait tout ça. Moi, j'ai juste tendu la main. » À l'arrière de la boutique, Clémence assistait discrètement à la scène, le cœur gonflé d'une fierté immense. Elle comprenait, même à son jeune âge, que les chaînes qui avaient longtemps entravé leur vie venaient enfin de se briser. Les semaines passèrent, et petit à petit, la boutique devint un pilier du quartier. Les habitants se retrouvaient chez Douce Clémence comme on retrouve une famille. Certains venaient pour discuter, d'autres pour travailler quelques heures en savourant une pâtisserie, et d'autres encore simplement pour profiter de cette atmosphère unique, chaleureuse et profondément humaine. Un jour, alors que la boutique était pleine à craquer, un client s'approcha de Gaspard, qui aidait à la caisse. Il lui tendit la main. « Je voulais vous dire merci. Vous nous rappelez à tous que le succès, ce n'est pas qu'une question d'argent ou de statut. C'est ce qu'on construit ensemble. C'est ce qu'on laisse aux autres. » Ces mots résonnèrent longtemps en lui. Il se rendit compte que, malgré tout ce qu'il avait accompli dans sa carrière, jamais aucun conseil d'administration, aucun résultat trimestriel, aucune reconnaissance professionnelle n'avait eu autant de valeur que ce simple merci. Le soir, lorsque les volets étaient tirés et que les derniers clients quittaient la boutique, la petite famille se retrouvait dans l'arrière-salle. Ils dînaient ensemble, riaient, parlaient de la journée, de leurs rêves, de l'avenir. Pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir n'était plus une source d'angoisse. Il était un territoire de possibles, d'espoir et de projets communs. Clémence, souvent, s'endormait la tête posée sur l'épaule de Gaspard, un sourire apaisé sur les lèvres. Elle savait, avec la certitude que seuls les enfants peuvent avoir, que plus jamais elle n'aurait à nettoyer le sol d'un restaurant pour aider sa maman. Elle était libre, elle était entourée, elle était aimée. Et Gaspard, en la regardant dormir ainsi, comprenait mieux que jamais que le vrai luxe n'est pas dans les voitures de collection, ni dans les villas de la Côte d'Azur, ni dans les portefeuilles d'actions. Le vrai luxe, le plus inestimable, se trouve dans les moments partagés, dans les mains qu'on serre, dans les regards qui disent « tu n'es plus seul ». En refermant la porte de la boutique chaque soir, en éteignant les lumières, en sentant encore l'odeur persistante de la vanille et du caramel dans l'air, ils savaient tous trois que cette histoire, commencée par un simple regard posé sur une petite fille en train de balayer le sol, ne se terminerait jamais vraiment. Elle continuerait de vivre dans chaque croissant doré, dans chaque gâteau offert, dans chaque sourire échangé. Car la plus belle réussite, celle que rien ni personne ne pourra jamais leur enlever, était d'avoir transformé la douleur en amour, la misère en espoir, et l'abandon en une famille, solide, unie et indestructible.